Imagine le meilleur joueur du monde soudainement commence à flipper quelques heures avant le match le plus important de sa carrière, ou encore un joueur qui disparaît complètement au moment où il rejoint son nouveau club. Ce sont 2 des 5 mystères les plus étranges du football que nous allons découvrir dans cette vidéo. Prépare-toi à entendre certains des moments les plus tragiques et les plus controversés du football. Commençons par une histoire qui prouve que les plus grands dangers se cachent parfois dans les endroits les plus inattendus. En mai 2006, Tottenham était sur le point de vivre quelque chose de très spécial. Le club était nez à nez avec Arsenal, son grand rival, pour la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Tottenham affrontait West Ham lors de ce dernier match crucial, tandis qu'Arsenal jouait contre Wigan Athletic. Tout ce qu'il fallait faire pour Tottenham, c'était d'égaler ou de faire mieux que le résultat d'Arsenal pour décrocher la qualification. Les joueurs étaient excités, l'ambiance était excellente et les supporters rêvaient des soirées de la Ligue des Champions sur leur terrain. Mais la catastrophe a frappé de la manière la plus étrange qui soit. La nuit avant le match décisif, le chaos éclate dans les rangs de Tottenham. Les joueurs commencent à tomber comme des mouches, frappés par une maladie mystérieuse. Jermaine Jenas, l'un des joueurs atteints, a décrit la situation comme une pagaille. Il raconte « Il y avait des lasagnes et des spaghettis à la bolognaise au menu. Nous avons mangé et au milieu de la nuit, nous avons commencé à tomber comme des mouches. Les gars se précipitaient aux toilettes, d'autres se tordaient de douleur. On se serait cru dans un film d'horreur, mais avec des footballeurs à la place des zombies. Des joueurs importants comme Michael Carrick et Robbie Keane ont été parmi les plus touchés par cette crise de vomissement et de nausées. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la panique s'installait. C'était une catastrophe. Dans une tentative désespérée, Tottenham a contacté la Premier League, demandant un report du match. Mais le club s'est vu signifier en des termes très clairs que le fait de ne pas jouer le match pouvait entraîner un retrait de points. Tottenham n'avait d'autre choix que de jouer avec une équipe fortement désavantagée. Le jour du match, il était clair que quelque chose n'allait pas. Les joueurs de Tottenham étaient pâles, faibles et complètement perturbés. Le match s'est rapidement transformé en cauchemar pour les Spurs. Les joueurs qui auraient dû être à leur meilleur niveau luttaient juste pour ne pas tomber. Le match a fini par un score de 2-1. Une défaite douloureuse qui a coûté à Tottenham sa place longtemps attendue en Ligue des Champions. Dans la foulée, les théories du complot ont commencé à tomber. Les gens se demandaient s'il s'agissait simplement d'une intoxication alimentaire ou s'il y avait quelque chose de plus grave derrière tout ça. Le club et les supporters ont exigé des réponses. L'Agence de protection de la santé a lancé une enquête pour éclaircir le mystère. Ce qu'elle a découvert a été à la fois un soulagement et une frustration. Le coupable n'était finalement pas les lasagnes, mais un vilain petit microbe appelé norovirus. Cette forme de gastro-entérite virale avait réussi à gâcher toute la saison de Tottenham. Un simple repas d'avant-match s'est transformé en un désastre fatal pour toute la saison, prouvant que dans notre beau football, on ne sait jamais d'où peut venir le prochain danger, ne serait-ce que de sa propre assiette. Si tu aimes la vidéo jusqu'à là, n'oublie pas de laisser un petit j'aime et de t'abonner s'il te plaît, pour ne rien rater. Merci beaucoup. À l'été 2010, les supporters de Manchester United attendaient avec impatience des nouveaux transferts pour améliorer leur équipe. Mais personne n'aurait pu imaginer l'arrivée d'un joueur qui allait devenir l'un des transferts les plus mystérieux de l'histoire du football. Thiago Manuel Diaz Correa, plus connu sous le nom de Bébé, ce jeune attaquant portugais a une histoire incroyable. Ayant grandi dans un des centres d'accueil pour SDF, le parcours de Bébé de la rue à Old Trafford est tout simplement incroyable. Quelques semaines avant de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, il jouait en 2e division portugaise. Voyons maintenant comment cela s'est passé. Bébé avait 20 ans et venait de signer à Vitória de Guimarães, un club portugais de 1re division. Il n'avait même pas fait une seule apparition avec ce club lorsque Manchester United a fait une offre de 8,8 millions d'euros pour le recruter alors que sa valeur marchande était de 100 000 euros. Cela n'était pas du tout dans les habitudes de Sir Alex Ferguson, qui était réputé pour sa minutieuse sélection des joueurs et son recrutement rigoureux. Ce qui rend ce transfert encore plus surprenant, c'est que Ferguson a admis lui-même n'avoir jamais vu Bébé jouer, pas même en vidéo. Il s'est fié uniquement aux recommandations de ses assistants. Gary Neville a déclaré une fois « C'est probablement le transfert le plus choquant de l'histoire de la Premier League. Personne ne pouvait y croire. » Alors pourquoi un club comme Manchester United prendrait-il un tel risque? Une théorie évoque l'implication du super agent Jorge Mendes.
Mendes était devenu l'agent de bébé quelques jours avant le transfert et avait une relation forte avec Manchester United. Certains ont supposé que l'accord était une faveur rendue à Mendes, qui représentait également d'autres joueurs de United tels que Cristiano Ronaldo et Nani. Une autre théorie, controversée, lie la signature de bébé à un supposé contrôle antidopage échoué de Nani. À l'époque, des rumeurs d'échec à un test de dopage de Nani ont circulé. Selon cette spéculation, Manchester United aurait orchestré le transfert inattendu de bébé pour détourner l'attention d'un éventuel scandale impliquant leur star portugaise. En effet, cette histoire de bébé et son succès très rapide ont choqué beaucoup de fans et de médias, ce qui a créé une grande polémique et un débat autour du club. C'est pourquoi beaucoup disent que ce transfert n'était peut-être qu'une distraction. Cela reste bien sûr une théorie non vérifiée et sans preuve solide. Le même été, United a signé Chris Smalling pour 8 millions d'euros et Javier Hernandez Chicharito pour 7,5 millions d'euros. Tous deux étaient de grands joueurs avec des qualités bien plus impressionnantes que celles de bébé. Le fait que United soit prêt à dépenser 8,8 millions d'euros pour un joueur de deuxième division qui n'a pas encore fait ses preuves semble tout à fait bizarre. La carrière de bébé à United a été très courte et décevante. Il n'a fait que 7 apparitions pour le club, marquant seulement 2 buts. Ses performances ont été largement critiquées au point que nombreux sont ceux qui ont remis en question sa maîtrise des fondamentaux du football. Après une série de prêts, il a finalement été vendu à Benfica en 2014 pour 3 millions d'euros, mettant ainsi fin au cauchemar de Manchester United. Avec le temps, de plus en plus de détails ont été révélés sur ce transfert. En 2012, il a été révélé que Mendes avait reçu 4 millions d'euros, soit près de la moitié de la valeur du transfert. Cette information n'a fait que nourrir les rumeurs sur la mystérieuse nature du transfert. Cette affaire reste l'un des plus grands mystères du football, car personne ne sait s'il s'agissait d'un vrai pari sur un talent brut, d'une faveur faite à un agent très puissant ou de quelque chose d'encore plus louche. Acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá. Cela a été la dernière fois que les amis et la famille d'Emiliano Sala ont entendu de ces nouvelles. Emiliano Sala était très heureux car il venait de signer un contrat de 15 millions de livres sterling avec Cardiff City, une somme record qui allait changer sa vie à jamais. C'était le 19 janvier 2019 et son rêve de jouer en première ligue était enfin une réalité. Mais personne n'aurait pu deviner la triste tragédie qui allait bientôt secouer tout le monde du football. 2 jours seulement après avoir signé, Salah est monté à bord d'un petit avion pour un vol qui aurait dû être un vol ordinaire entre Nantes et son nouveau domicile au Pays de Galles. Salah était censé décoller à 9h du matin. Mais pour une raison inconnue, son vol a été retardé de 10 heures. Un nouveau pilote a alors été désigné. Un pilote âgé de 59 ans dont la licence avait expiré et qui était daltonien. Piloter un avion de nuit en étant daltonien n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et à 19h, l'avion a décollé. Et à 20h16, l'avion a disparu des radars. La nouvelle a été un choc pour tout le monde. Les recherches ont été immédiatement lancées. Les équipes de garde-côte travaillaient sans cesse dans des conditions météorologiques difficiles. Des hélicoptères ont survolé les vagues agitées pendant que des bateaux exploraient la mer, cherchant désespérément à retrouver la trace de l'avion disparu. La famille de Salah a refusé de perdre espoir. Sa sœur, Romina, a déclaré à la presse, les larmes aux yeux. « Nous savons qu'il est quelque part. Nous voulons le ramener. Nous vous demandons de ne pas arrêter les recherches. Pour nous, ils sont toujours en vie. » Le monde du football s'est rapidement mobilisé pour soutenir la famille dans la collecte de fonds afin de financer une équipe privée de recherche et de sauvetage. Les jours se sont transformés en semaines et l'espoir a commencé à se perdre. Puis le 3 février 2019, la terrible nouvelle est tombée. L'épave de l'avion a été retrouvée au fond de la mer. 4 jours plus tard, l'équipe de sauvetage a réussi à remonter un seul corps, celui d'Emiliano Sala. Mais le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Le pilote, David Ibbotson, n'était pas qualifié pour voler de nuit. L'avion n'était pas équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone, un dispositif de sécurité essentiel qui aurait pu leur sauver la vie. Les rapports toxicologiques ont révélé des niveaux élevés de monoxyde de carbone dans le sang de Sala, ce qui suggère que le pilote et Emiliano Sala ont probablement souffert d'un empoisonnement pendant le vol. Mais on se pose tous des questions. Que s'est-il réellement passé lors de ce vol tragique? Pourquoi le corps du pilote n'a-t-il jamais été retrouvé? Ces questions malheureusement n'auront peut-être jamais de réponse.
En 1994, la Colombie a participé à la Coupe du Monde avec beaucoup d'espoir. Mais ce qui s'est ensuite produit a été une catastrophe qui a choqué des millions et qui est considérée comme l'une des histoires les plus sombres de l'histoire du football. Andrés Escobar, c'était bien plus qu'un simple joueur. Il portait sur ses épaules l'espoir d'un pays entier. Toujours calme, avec des passes d'une précision incroyable, il avait une élégance naturelle sur le terrain. Pour les Colombiens, c'était une grande fierté. L'impressionnante victoire de 5-0 de l'équipe contre l'Argentine à Buenos Aires lors des qualifications a élevé les attentes. La Colombie n'était plus seulement désireuse de participer, elle était là pour gagner. Lorsque la Colombie a commencé sa Coupe du Monde, ses rêves se sont rapidement transformés en cauchemars. Une défaite surprenante 3-1 contre la Roumanie a bouleversé l'équipe et ses supporters. Puis vient le match décisif contre les États-Unis. Dans un geste qui restera dans les mémoires pendant des années, Andrés Escobar dévie accidentellement le ballon dans ses propres filets et marque un but contre son camp. Cela conduit à une défaite 2-1 qui élimine la Colombie de la Coupe du Monde. Pour Escobar, c'était plus qu'une simple erreur, c'était une peine de mort. Alors que l'équipe rentre au pays, Escobar se voit confronté à une nation en colère et très déçu. Le 2 juillet 1994, il sort avec des amis à Medellín. Cette décision allait lui coûter cher. Très tôt le matin, Escobar a été confronté à un groupe de personnes dans un parking. Des mots ont été échangés, puis des coups de feu ont été tirés. Escobar a reçu 6 balles. Tout le monde était choqué. Comment une simple erreur sur le terrain pouvait-elle conduire à une fin aussi violente ? L'enquête a rapidement conduit à l'arrestation de Humberto Castro Muñoz, identifié comme le tireur. Muñoz a affirmé avoir agi sous l'influence de l'alcool et dans un moment de rage. Mais nombreux sont ceux qui pensent que l'histoire est bien plus que cela. L'implication des frères Galón, connus pour leur lien avec le trafic de drogue, a fait croire à de plus profondes complicités. Certaines théories suggèrent que le meurtre a été orchestré pour calmer la colère des parieurs qui avaient perdu de l'argent à cause des mauvais résultats de la Colombie et surtout à cause de son but contre son camp. Lors des funérailles d'Escobar, des milliers de personnes, dont le président de l'époque, César Gaviria, ont pleuré. Francisco Maturana, l'entraîneur de l'équipe nationale colombienne, a résumé la situation de manière touchante. Notre société pense que le football a tué Andrés, mais Andrés était un joueur de football tué par la société. Le meurtre d'Escobar a montré à quel point le monde criminel avait pénétré le sport en Colombie. L'histoire d'Escobar reste l'un des mystères les plus tragiques du football. Aujourd'hui encore, la raison exacte de sa mort tragique reste floue et nous laisse avec plus de questions que de réponses. Maintenant, nous nous tournons vers un mystère médical qui a choqué le monde entier du football. Le 12 juillet 1998, à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde, une ambiance délicate règne dans le camp brésilien. Ronaldo, le chouchou du Brésil et le meilleur joueur du monde, tombe soudainement dans sa chambre d'hôtel. Ses coéquipiers foncent vers lui. La panique les saisit lorsqu'ils réalisent que leur meilleur joueur ne va pas du tout bien et risque de ne pas jouer le match le plus important de leur vie. Edmundo, son coéquipier, raconte: « En remontant dans les chambres, j'étais avec Doriva. Je vois Ronaldo avoir des convulsions. Quand je l'ai vu, je suis sorti dans les couloirs pour prévenir tout le monde. Avec César Sampaio, on lui déroule la langue, alors qu'il a les yeux révulsés. C'était vers 13h-14h. Et là, au goûter, tout le monde sait que Ronaldo a eu des convulsions, sauf lui. Ils l'ont mis sous la douche, lui ont donné un calmant et il s'est endormi. Il arrive dans la salle, s'assoit, prend une part de gâteau et un jus d'orange. Tout le monde le regarde, sous tension. Il avait l'air bizarre, un peu dans les nuages. Alors que la nouvelle de la convulsion de Ronaldo fait le tour du monde, le chaos éclate. La sélection brésilienne communique une liste de joueurs sans Ronaldo, ce qui provoque une forte réaction de la part des médias et des supporters du monde entier. Mais étonnamment, Ronaldo insiste pour jouer. Le jour du match, on est arrivé 2 heures avant au Stade de France. La feuille de match sort, je suis titulaire. Et là, on voit Ronaldo, accompagné d'un des médecins du staff, entrer dans le vestiaire et demander à l'intendant où sont ses affaires. Tout le monde était content de le voir bien, en meilleure forme que quelques heures plus tôt. Il se réunit dans une salle avec Zagallo, les adjoints et les médecins pendant 5-10 minutes. Et en sortant de la salle, Zagallo me dit: « Edmundo, tranquille, c'est Ronaldo qui veut démarrer. » C'était le meilleur du monde. Il venait de gagner le Ballon d'Or en 1997, donc pas de problème pour moi. L'importance de Ronaldo pour le Brésil était immense. Sans lui, les chances du Brésil de défendre son titre de champion du monde seraient fortement compromises. La décision de laisser jouer Ronaldo fait sourire les supporters, surtout si l'on considère l'implication présumée de Nike, le sponsor du Brésil et de Ronaldo. Edmundo a déclaré plus tard: « Les gens de Nike étaient présents 24 heures sur 24.
comme s'ils faisaient partie de l'équipe technique. Ils ont un pouvoir énorme. Voici tout ce que je peux dire. Nike a fermement nié ces allégations, et soulignant qu'elle n'avait en aucune façon influencé l'équipe nationale brésilienne. Lorsque le match a commencé, il était clair que quelque chose n'allait pas. La performance du Brésil était très mauvaise, et il était clair que Ronaldo n'était pas à 100% de sa forme ce jour-là. La France a donc finalement écrasé le Brésil 3-0 avant de remporter la Coupe du Monde. Peut-être que le fait le plus surprenant de cette histoire s'est passé après la fin du match. Des rumeurs ont laissé entendre que la Fédération brésilienne de football s'était vue offrir la somme astronomique de 23 millions de dollars pour perdre le match contre la France. Cette théorie choquante suggère que la mauvaise performance du Brésil n'était pas seulement due aux problèmes de santé de Ronaldo, mais qu'elle faisait partie d'un plus grand complot impliquant la FIFA elle-même. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit que de rumeurs et il n'y a pas de preuves du tout. Cet incident reste l'un des plus mystérieux de l'histoire du football, car aucune explication médicale claire n'a jamais été apportée concernant ce qui est arrivé à Ronaldo. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.